Qualifie la volonté d'investissement d'intérêt. Voilà comment Moulay Hafid El Alami qualifie la volonté d'investisseurs américains et israéliens pour les provinces du Sud. Après la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté marocaine au Sahara, va-t-on assister à une course aux investissements? France, Espagne, Royaume-Uni accélèrent leurs initiatives et missions depuis l'annonce du plan de développement du Sud en 2015. Ils seront désormais rejoints par les États-Unis, Israël, mais également les pays du Golfe comme les Émirats Arabes Unis qui ont annoncé implanter un consulat. À quoi s'attendre? Quel type de projet? Quels secteurs seront priorisés? C'est le premier sujet des Décodeurs Atlantiques de ce mardi 15 décembre. En deuxième partie d'émission, nous nous poserons cette question. Le ministre Mohamed Amkraz doit-il démissionner après ses propos sur la chaîne Al-Magaden, proche du Hezbollah? Les Marocains sont contre la décision de normalisation des relations avec Israël. Voilà ses propos, une déclaration en arborant sa casquette de secrétaire général de la jeunesse du PJD. Quelle lecture faites de cette déclaration? Quelle position du PJD après la normalisation? D'ores et déjà, le mur se fait entendre. C'est ce que nous verrons à partir de 9h40. Vos réactions, questions sur la page Facebook de l'émission ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Et vos décodeurs ce mardi, Jamal Amiar, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes journaliste, formateur en communication, fondateur de Positive Talk. Mohamed Doudieb également avec nous, bonjour. Bonjour les amis. Éditeur organiste, consultant en communication, cofondateur et président du Digital Act. Mohamed Doudieb, va-t-on assister clairement à une course aux investissements après cette reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine au Sahara? On l'espère, mais attention à l'euphorie générale et il faut pas, je crois, crier victoire, parce que comme le font certains, j'ai lu ça ces derniers jours, comme le font certains sur les médias, on croit que après ce décret de Trump, tous les investisseurs américains en tout cas, vont se bousculer pour les régions du Sud. Je pense qu'il faut faire preuve d'un petit peu plus de calme et d'essayer surtout, parce que la vraie bataille, elle commence à peine, je pense, sur le plan économique. Oui. C'est comment transformer cette avancée, si vous voulez, politique majeure qui concerne le dossier du Sahara marocain. Comment transformer l'essai? Voilà, exactement. Comment transformer en de victoire économique. Et je pense que là, ça va être vraiment un chantier énorme. Parce que, juste, je rappelle rapidement, on parle quand même de régions dont l'économie reste très fragile et qui dépend beaucoup des dépenses de l'État. Donc une région où il n'y a pas d'investissement privé marocain, beaucoup en tout cas. Donc si l'État n'était pas présent dans ces régions, il n'y aurait pas d'investissement. Donc vraiment, on parle de régions particulières, spécifiques. Et attention à cette euphorie que j'ai constatée depuis des jours, comme si on avait des projets à accepter avec des milliards de dollars d'investissement. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est bien qu'on puisse obtenir cette avancée politique qui est majeure, je le répète, historiquement. Oui. Mais attention, pour le plan économique, je pense qu'il faut attendre un peu, le temps de voir quels sont d'abord ces projets. J'ai vu les déclarations de Moulay Hafid El Alami sur les intérêts. Bien évidemment, les intérêts sont toujours là. Mais je pense que le premier projet qui va être acté va constituer une première, et c'est là où on voit si le degré de préparation du Maroc pour vraiment séduire les investisseurs, notamment américains. Alors, Jamal Amiar, réaction. Moi, je dirais tout d'abord que il y a Dakhla, le Sahara, les opportunités sont là. Je pense que c'est Mohamed a raison de dire, c'est pas parce qu'il y a eu la reconnaissance américaine et Maroc-Israël ensuite que les investissements américains vont affluer en grand nombre rapidement, parce que la décision dans une entreprise américaine, ce n'est pas le même processus de décision que pour une entreprise marocaine ou même israélienne ou même française, dans le cas du Maroc, avec un petit coup de pouce politique. Dans le cas américain, il n'y a pas de coup de pouce politique, c'est des conseils d'administration, il n'y a personne qui décide tout seul. Ceci d'un point de vue. En revanche, là où je me démarquerai de ce que vient de dire Mohamed, moi je crois que l'euphorie, on en a besoin, tout à fait mal placée dans les circonstances actuelles. Et je pense que nous avons en ce moment, et j'assume ce que je dis, nous avons non seulement le droit d'être euphorique par rapport aux perspectives économiques au Sahara,
comme tout à l'heure, on le verra en deuxième partie, quand on va parler des réactions des islamistes, on a aussi besoin d'amour et d'empathie en politique. Mais on y viendra. Alors, pour les investissements, oui, je pense que d'abord, ce que vient de dire Si Mohamed, c'est intéressant, pas beaucoup d'investissements privés, des choses de l'État. Les choses commencent par l'État. L'État fait moins d'impôts au Sahara, c'est très bien pour tout le monde. Oui. L'État avec l'OCP donne un très gros coup de main. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ce que fait l'OCP. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ce que l'OCP fait autour de l'Aïoun. C'est admirable, c'est exemplaire. Mais vraiment, je veux dire, je suis pas en train de jeter des fleurs à l'OCP, mais j'ai vu le centre de formation, j'ai vu le centre de lavage des phosphates, j'ai vu le port d'envoi des phosphates, j'ai vu le port de pêche, etc. On a même des missions économiques étrangères qui ont été invitées par l'OCP pour regarder les perspectives d'investissement. Oui, mais pas seulement ça. Je veux dire, oui, ils invitent des missions étrangères, mais ce que les missions étrangères voient, c'est admirable. Je veux dire, les choses sont, ça fait plaisir. Je veux dire, moi, j'étais pas sceptique avant d'y aller, mais j'y suis allé pour découvrir il y a 3 ans en reportage, etc. Et j'ai été hyper convaincu. Et les gens que je rencontre maintenant, quand on discute du Sahara, je leur ai dit, les gens qui vous disent ceci ou cela sur le Sahara, emmenez-les faire un tour. Emmenez-les faire un tour. C'est comme tout à l'heure, quand on va parler de nos amis du PJD, je vais vous dire, emmenez-les aller faire un tour en Israël pour qu'ils voient, parce qu'il faut voir. Bon, en tout cas, mais attendez, rôle de l'OCP, vous l'avez dit, Jamal Amir, il y a également un plan de développement important aussi qui est lancé depuis 2015. Alors, il y a Landry, il y a le rôle de l'OCP. Non, mais je plaisante pas. Hein. C'est pas parce que je dis des choses qui ne sont pas dans la conformité. Je sais que vous le pensez vraiment. Pardon ? Je sais que vous le pensez vraiment. Vraiment, ouais. S'ils veulent que je leur organise le voyage, je le ferai, s'ils veulent. En revanche, on parlait du rôle de l'État, donc les impôts, c'est très important, la fiscalité est basse au Sahara. L'OCP, le projet du port de Dakhla, cher Landry. Dakhla Atlantique. Et oui, on a un projet qui, les plis doivent être ouverts au premier trimestre prochain, avec, on l'espère, des travaux dans l'année qui suit. Les investissements, mais bien sûr les investissements. L'Aïoun donne du poisson et des légumes nourrit déjà des milliers de gens sur le Maroc et sur l'Europe. C'est pas du n'importe quoi. Je veux dire, quand vous allez à Dakhla, le tourisme, les vols Paris-Dakhla, Casa-Dakhla, Rabat-Dakhla, c'est pas du n'importe quoi. Et puis, on revient sur le plan des investissements. On revient à quelque chose dont on avait discuté il y a une quinzaine de jours. Il y a le Sahara, il y a les investissements marocains, américains, israéliens, émiratis, etc. Moi, je garde toujours, ce sera mon dernier mot, moi je garde toujours en tête une image que j'ai gardée de mes voyages et d'échanges avec des gens qui ont plus d'expérience que moi, des gens qui m'ont appris. C'est, vous savez, regardez la carte du monde un peu quelque part. Regardez la Californie. Il y avait la Californie et il y a eu la Californie, avec la technologie, l'éducation, l'agriculture. Ça vous rappelle quelque chose, ça ? Technologie, agriculture, éducation. Et ensuite, il y a eu Israël, il faut le dire. Technologie, agriculture, éducation, système éducatif. Donc un complément... Et je crois que le moment du Maroc est arrivé. Le moment du Maroc est arrivé, et je le dis sans euphorie excessive. Le moment du Maroc est arrivé. Une dernière phrase. Une fois j'ai rencontré un monsieur il y a très longtemps au cours d'un voyage, et je lui ai dit, à votre avis, le Maroc c'est quoi ? Le Maroc, son potentiel, sa mer, son désert, sa montagne, ses plaines, son rherbe avec ses oranges à l'époque où il y avait toujours les oranges du rherbe, le poisson, etc. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Ça m'a fait mal au cœur. Et je l'ai gardé en travers pendant des décennies, et je crois que je suis en train de perdre ça. Il m'a dit, le Maroc, c'est la Californie qui n'a pas réussi. Mohamed Douyev, bon, le Maroc, c'est la Californie qui n'a pas réussi. En tout cas, agro-industrie... Et qui va rattraper maintenant son retard. Ouais, agro-industrie, tourisme, mine, on a bien compris, Jamal Amir, effectivement. On peut se poser la question de ce que peuvent nous apporter les Israéliens, de ce que peuvent nous apporter aussi les Américains. En tout cas, on voit bien qu'il y a 3 domaines en particulier qui peuvent être particulièrement intéressants. Et les Émiratis. On va en parler. Mohamed Douyev, allez-y.
Moi, j'ai envie juste de dire, l'euphorie de Jamel est juste contagieuse. Bien sûr qu'on a le droit d'être euphorique. Personne n'a, en disant oui, l'euphorie, mais attention, il faut juste... Non, mais pas l'euphorie. Pas l'euphorie. Mais on s'est compris, voilà. Mais non, moi, l'idée que j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il y a un potentiel, mais aujourd'hui, depuis des années, l'économie dans ces régions, même s'il y a eu des programmes qui sont, si vous voulez, fédérateurs, mais on a encore du mal à transformer l'économie de ces régions-là. Et je pense, avec ce qui est arrivé aussi, l'investissement, bien sûr, et je parle des investissements directs, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Maintenant, moi aussi, j'ai envie de dire, il est où l'investissement? Je ne parle pas de public, je parle d'investissement privé. Je vous rappelle que il y a de l'investissement privé, mais pas autant, mais pas avec le niveau souhaité. Vous savez que comme en 2015, quand il y a eu l'annonce du plan de développement des régions du Sud, la TQM avait signé des conventions. Mais quand vous voyez aujourd'hui les chiffres de réalisation... mais le propre de l'investissement privé, c'est que vous ne dites pas aux capitalistes, aux hommes d'affaires où ils doivent aller. Vous leur créez les conditions de là où ils doivent aller. Attendez, Jamal Amir, juste Mohamed Douyeb termine et puis après on vous donne la parole. Non, c'est juste que moi, mon idée, c'est aujourd'hui de dire... c'est vrai que cette question, cette avancée politique va certainement peser sur les décisions économiques et d'investissement, ça personne ne peut nier. Oui. Maintenant, il faut plus... moi, ce que j'attends voir, c'est comment tout cela va être rapidement traduit en action de séduction économique. Quels sont les groupes qui vont être ciblés? Et j'imagine qu'au niveau du ministère, ou en tout cas du gouvernement, il y a une idée précise sur certains groupes qu'on pourrait cibler. Bien sûr, on parle de l'agriculture, on parle des énergies renouvelables, on parle des technologies. Tout ça est beau sur le papier, mais il faut voir quelle catégorie de projets, quel transfert de technologies pourrait-on avoir. Donc, tout ça reste sur le papier beau, mais en attendant des axes concrets, quelles sont peut-être les structures, en tout cas les investisseurs qui vont être ciblés, et quels sont les moyens qu'on va leur mettre à disposition pour qu'ils puissent prendre des décisions qui sont rapides. Donc, si vous voulez, les prochaines semaines ou prochains mois vont être décisifs pour vraiment peser un petit peu la portée de cette avancée politique. Jamal Amir, c'est vrai que 2021, c'est l'annonce d'une reprise. Est-ce qu'on ne peut pas capitaliser justement sur cet élan de reprise et de relance pour tenter d'attirer davantage d'investisseurs privés marocains d'abord dans les provinces du Sud, sachant que on va parler bien évidemment des Émirats Arabes Unis et d'autres pays qui regardent de près depuis quelques années déjà le Sahara. Moi, je crois qu'il y a un travail à faire. Moi, je pense d'abord... Moi, je ne suis pas euphorique, et je ne parle pas d'euphorie parce que ça peut même presque être ironique. Vous dites que l'euphorie est la bienvenue, en tout cas. Oui, non, mais ce que je veux dire, moi, je crois qu'un optimisme raisonné a énormément sa place dans la conjoncture actuelle, dans l'alignement des étoiles, comme on dit, c'est ça, les étoiles. Bien sûr. Alors, vous savez, on parle souvent des IDE, investissements directs étrangers. On parle peu des investissements directs intérieurs. Et sur le Sahara, il y a des choses quand même qui se font. Je veux dire, la famille, il y a la famille Ould Rachid, il y a la famille de Bouaïda qui investit. Il y a le groupe Drhem qui investit beaucoup. Vous savez, le groupe Drhem vient de signer un gros contrat, par exemple, avec Repsol pour la distribution du carburant au Maroc et au Sahara. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Le Sahara en entier, c'est 200 000 habitants. Ce sont des grandes distances. Mais on va vers une double voie entre Agadir et Laayoune. Ce qui n'est pas rien. On a des vols tous les jours sur Laayoune et Dakhla, ce qui n'est pas rien. On a une vraie destination touristique à Dakhla aujourd'hui. On a un vrai port de pêche à Dakhla. On a un vrai port de pêche à Laayoune. Donc on a des choses qui se font et je pense que, franchement, pour parler investissement, développement du Sahara, on n'aurait pas pu mieux trouver qu'une équipe Maroc, États-Unis, Israël, Émirats Arabes Unis. On n'aurait pas pu trouver mieux parce que tous ces gens-là, ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est que développer le Nevada et la Californie. Ils savent ce que c'est que développer Eilat et le désert et les kibboutz dans l'agriculture. Ils savent, et le Maroc, c'est la même configuration.
Donc on peut s'attendre à un coup de fouet, entre guillemets, en matière d'investissement touristique dans les prochains mois, dans cette partie du territoire ? Touristique, industriel. Il ne faut pas oublier, les impôts sont très bas au Sahara. Dakhla est idéalement situé entre le nord de l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest. Oui. Le Maroc a un rôle important, pondérant, positif en Afrique. Regardez l'Union africaine. Elle n'a rien dit sur cette histoire de négatif. Elle n'a rien dit. Là où les Algériens ont parlé... Ouais, on a même eu un soutien de Jacob Zuma, de Cyril Ramaphosa, président de l'Union africaine. Les Russes ont parlé... Alors, l'Algérie, à la limite, c'est du cliché, mais les Russes ont parlé, même les Vénézuéliens ont soutenu le Maroc sur cette affaire de reconnaissance de Sahara, de Maroc-Israël. Et vous savez pourquoi le Venezuela de Maduro a soutenu le Maroc ? C'est très intéressant. Allez-y. Parce que la communauté juive marocaine a un réel poids à Caracas. Parce qu'elle existe. Et elle est marocaine. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Là où le Venezuela est avec Alger sur tous les dossiers, par exemple, et c'est là beaucoup de gens au Maroc ne comprennent pas tout à fait, à leur juste mesure, ce qui fait que Marocains, musulmans, juifs, c'est Marocain d'abord. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Mohamed Douyeb. Rebonjour. Bonjour. Éditorialiste, consultant en communication, cofondateur et président du Digital Act. Jamal Amiar également avec nous. Rebonjour. Bonjour Landry, bonjour c'est Mohamed. Journaliste, formateur en communication et fondateur de Positive Talk. Va-t-on assister à une course aux investissements étrangers après la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine au Sahara ? C'est la question qu'on se pose ce matin. Réponse oui, pas d'euphorie tout de même, c'est ce que vous nous avez dit messieurs en première partie. Alors c'est vrai qu'on a ce plan de développement des provinces du Sud qui a été lancé dès 2015, 77 milliards de dirhams. On a parlé du port de Darla Atlantique, il y a cette zone industrielle au sud de Darla également, la zone industrielle El Marsa à La Ayoun qui va d'ailleurs voir dès l'année prochaine émerger un nouveau parc. Mohamed Douyeb, il y a également la voie express Tiznit-Layout-Darla qui est en cours de finalisation, et puis il y a aussi un technopole à La Ayoun. Finalement, est-ce que les provinces du Sud peuvent être une nouvelle Californie, un petit peu comme nous disait tout à l'heure Jamal Amiar, à l'avenir, dans un futur lointain? Chantier grand ouvert, c'est sûr. Maintenant, on est en présence d'un énorme chantier de transformation à la fois, si vous voulez, économique. Parce que je rappelle quand même des chiffres. Il faut aussi remettre un petit peu les choses dans leur contexte et dire que les provinces du Sud, à elles seules, elles concentrent quasiment la moitié du budget national qui est alloué aux aides sociales. Ce qui en soi n'arrive pas à, si vous voulez, à diversifier l'économie. Donc du coup, cette économie reste très très vulnérable. Même avec toutes les avancées économiques qu'on a pu constater, notamment l'investissement des groupes locaux, privés et autres, on est quand même dans c'est assez structurel. Donc tout l'enjeu aujourd'hui pour ces régions, c'est comment, en fait, que l'État puisse un petit peu souffler et que peut-être le privé puisse un petit peu reprendre le flambeau en termes d'investissement. Oui. Vous savez, l'économie dans cette région, c'est nécessairement la pêche, la transformation des produits de la mer, les phosphates, bien évidemment, pour des raisons objectives, et peu d'économie de services et de services marchands. Donc on est vraiment en face d'une structure économique assez particulière et assez fragile. Donc là, vraiment, transformation, oui, mais tout dépend de l'ambition qu'on va placer. Donc, tout cela dépendra comme je disais tout à l'heure, des semaines et des mois à venir et des premiers, si vous voulez, contrats d'investissement, peut-être américo-israéliens ou émiratis. Mais Mohamed Douyeb, est-ce que justement ce programme de développement des provinces du Sud, lancé en 2015, peut être
renouvelé. Est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle vision dans les prochains mois après cette reconnaissance? Oui, il faut le réorienter. Quand vous voyez un petit peu les derniers indicateurs clés de ce programme de la bouche, enfin de l'aveu même du chef du gouvernement au Parlement qui faisait, si je me souviens bien, en début décembre, il était au Parlement pour répondre aux questions orales. Oui. Là, en termes d'achèvement, on est encore, le rythme n'y est pas. On est à peine sur quasiment 180 projets avec si vous voulez, un montant global de 13 milliards de dirhams. On est encore sur des projets à venir qui vont nécessiter quasiment une enveloppe de 25 milliards. Donc, même le calendrier, le rythme d'exécution, il n'est pas aussi, si vous voulez, aussi efficace. Et je pense qu'à la lumière de ce qui vient de se passer, à la lumière d'un petit peu des ambitions et des avancées politiques sur ce dossier-là, je pense qu'il est temps de réorienter un petit peu ce programme-là sur des aspects beaucoup plus concrets. Lesquels, par exemple? Lesquels, par exemple, sur le renforcement des infrastructures. Je pense que là, il y a des moyens de transport. Là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas séduire les investisseurs. Vous savez que même le CSE, Conseil économique et social, quand il a fait présenté son fameux plan de développement pour les régions du Sud, parmi les choses les plus importantes, c'était la connectivité, oui. C'était aussi le numérique. Notre ami Jamel qui parle de la Californie, je pense qu'en termes de couverture télécom et numérique, je pense que là, il y a un projet monstre pour connecter cette région. Donc vraiment, on parle de projets immenses. Donc voilà, il faut d'abord de l'infrastructure, que ce soit numérique, que ce soit aussi de transport, pour pouvoir séduire un petit peu l'investisseur privé, que puissent peut-être les conseils d'administration américains ou israéliens puissent décider rapidement de venir et d'investir. Jamal Abiar. Je répéterai brièvement ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que l'investissement privé, public, l'infrastructure, moi je pense qu'il faut créer les conditions. Et le Sahara a l'avantage d'avoir beaucoup de ressources. 200 000 habitants, c'est pas énorme. Alors c'est Mohamed de note que effectivement les budgets sociaux sont énormes, mais je pense que il y avait rien avant. Il y a des habitudes qui sont prises. Il y a aussi une donne sécuritaire. Il faut pas l'oublier. Donc il faut un peu calmer la situation. Il faut un peu subventionner la paix sociale. Alors effectivement, ça peut nécessiter beaucoup d'argent, mais je pense que là, la vapeur est en train d'être renversée. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en 2020, on pensait que le Maroc avait pris le grand choc du Covid qui avait mis à nu la santé et l'éducation. Oui. Je crois que positivement, on a aussi pris le choc de la reconnaissance du Sahara par les États-Unis, en espérant que demain la France et l'Union européenne vont suivre pour qu'on close ce dossier de guerre qui dure depuis, qui nous parasite, qui parasite la région du Maghreb depuis un demi-siècle, et puis aussi cette espèce de réconciliation maroco-marocaine entre musulmans et juifs qui est, je le pense très sincèrement et de manière objective, qui est porteuse de choses positives et qui sera très positive pour nous tous. Donc, on a beaucoup de paradigmes qui changent pour nous au Maroc en 2020 et globalement, ce sera positif. Et pendant qu'on travaille sur le Sud, pendant qu'on travaille sur le Moyen-Orient, il faudrait 2 bonnes équipes pour travailler pour ce pays sur l'éducation et la santé. Et on aura bien bénéficié de l'année 2020 malgré tous ces malheurs. Allez, on va passer au deuxième sujet. Dans quelques instants, on va se poser cette question. Le ministre Mohamed Amkras doit-il démissionner après ses propos sur la chaîne